Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Jérôme Cadet. Vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci les auditeurs d'Inter peuvent vous interroger au 01 45 24 7000 ou via les réseaux sociaux et l'application France Inter. Nous allons évidemment parler de la situation de la guerre en Ukraine. Le pire a semble-t-il été évité cette nuit tout près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui a été bombardée. Mais je voudrais qu'on commence avec la campagne présidentielle. Emmanuel Macron officiellement candidat. Il le dit dans une lettre que publie ce matin les journaux de la presse quotidienne régionale. Vous avez lu cette lettre, Adrien Quatennens. Que dites-vous enfin ? Il était temps que Emmanuel Macron soit candidat. Il nous a plutôt habitués, souvenez-vous-en, en 2017, à être audacieux, on le disait même disruptif. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette lettre est assez fade et donne un sentiment désagréable de profonde continuité. Alors, s'agissant d'une lettre, on aurait préféré avoir une lettre d'excuse de la part d'Emmanuel Macron pour l'état dans lequel il a mis le pays après 5 ans de quinquennat. Plus globalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les circonstances du moment, qui sont graves, ne doivent pas transformer l'élection présidentielle en formalité administrative de reconduction du sortant. Or, on a l'impression, quand on regarde ce courrier, qu'on a finalement la feuille de reconduction du sortant, dont il manquerait plus que le talon réponse en bas, en demandant aux Français, vous savez, de cocher la case « oui » et de signer. Ça n'est pas possible. Il va falloir de la confrontation, du débat d'idées, quelles que soient les circonstances particulières dans lesquelles se tient cette élection. Vous craignez qu'il esquive ce débat ? Écoutez, en tout cas, on a l'impression qu'on en prend le chemin. Alors, on espère qu'Emmanuel Macron va participer au débat, parce que si vous voulez, l'élection présidentielle est dans moins de 40 jours maintenant, et sur tous les grands sujets qui nous occupent, qu'il s'agisse de la question internationale, parce qu'on rappelle que le chef d'État est aussi le chef des armées, et que c'est lui qui impulse la politique que la France mène sur la scène internationale. On a eu la semaine dernière un rapport du GIEC qui est extrêmement alarmiste sur le climat. On considère, nous, que ce quinquennat est un quinquennat de perdu pour le climat. Emmanuel Macron a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique. L'État a été condamné à 2 reprises. Et puis, il y a surtout la situation d'urgence sociale qui s'aggrave en France sur fond de hausse des prix et d'inflation. On a toutes les raisons de penser que ce qui se passe, y compris en Ukraine, va aggraver ces tensions. Alors après, vous savez, il y a dans cette lettre d'Emmanuel Macron de véritables mensonges et des orientations qui ne sont pas acceptables, qui apparaissent comme indiscutables dans la tonalité qu'il prend. Par exemple, quand il dit notre industrie a pour la première fois recréé des emplois. Bon, quand vous regardez la réalité, c'est 38 000 emplois industriels de moins depuis le début du quinquennat. Quand il nous dit aussi... La baisse du chômage, c'est une réalité, Adrien Quatennens. J'y viens. La baisse du chômage, si on peut s'attarder un instant là-dessus. Ça fait des semaines qu'on nous dit qu'il y a une baisse historique du chômage. Et en effet, qui serions-nous pour ne pas nous en réjouir ? Simplement, voyez-vous, dans tout tour de magie, il y a un truc derrière. Et en ce qui concerne la baisse du chômage qui est affichée, le truc n'est pas très enthousiasmant. Je m'explique. On nous présente une baisse de 7% du chômage qui, en réalité, cache, pour l'essentiel, une explosion de la précarité de l'emploi. C'est-à-dire que ce qui permet à Madame Borne et à Monsieur le maire de venir plastronnant sur vos plateaux de radio et de télé dire que le chômage baisse, malheureusement, c'est pas la création d'emplois pérennes, c'est une explosion de la précarité de l'emploi. Les 107 000 emplois nets créés, je crois, au dernier trimestre 2021, 2 tiers, c'est de l'intérim, c'est des emplois courts. Et donc ça vous le chômage baisse. Au prix de la précarité, c'est statistiquement. C'est-à-dire que, Jérôme Cadet, demain, vous acceptez un emploi d'une journée, par exemple, d'accord ? Vous sortez des statistiques du chômage, et quand on vous présente la baisse du chômage, en réalité, vous y êtes retourné. D'ailleurs, je veux vous dire qu'avec la politique qui a été menée pendant 5 ans par Emmanuel Macron, où d'un côté, on a diminué les droits des travailleurs, où de l'autre côté, on a fait des chômeurs les responsables de leur chômage avec la réforme de l'assurance chômage, alors qu'un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé. Cette politique-là ne peut pas relancer l'emploi et l'activité. Si vous me permettez d'un mot, avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons un plan pour le plein emploi qui consiste, à dire la productivité a beaucoup augmenté ces dernières décennies. Il faut reprendre le mouvement interrompu de la baisse du temps de travail. Quand vous voyez les sommes Emmanuel Macron dit dans sa lettre il faudra travailler plus. C'est un désaccord total. C'est-à-dire que dire aujourd'hui aux Français, comme M. Macron le fait, il faudra travailler plus, ça veut simplement dire que M. Macron n'a pas l'intention de faire l'essentiel de ce qui doit être fait, partager la richesse produite. Ce pays produit 2300 milliards d'euros par an. Et cette valeur est extrêmement mal répartie. Enfin, regardez, je sais que c'est banal, même peut-être à votre micro sur France Inter, de recevoir des responsables politiques de gauche qui fustigent les dividendes versés aux actionnaires. Mais tout de même, dans la période que nous vivons, ça a été record. Vous avez 70 milliards d'euros versés aux actionnaires. Le bilan de M. Macron, c'est le fait qu'aujourd'hui, 5 personnes, 5 milliardaires dans ce pays, possèdent autant que 27 millions de Français, 40% de la population. Donc,
Dire qu'il faut travailler plus longtemps, c'est dire qu'on ne va pas partager les richesses. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous allons, nous, au contraire, nous occuper de partager les richesses pour éradiquer la pauvreté et relancer l'emploi par d'autres bases que l'emploi précaire que développe Emmanuel Macron. Vous appelez au débat, vous demandez à ce que le chef de l'État descende dans l'arène, en quelque sorte, mais cette campagne, elle est évidemment très délicate pour vous, Adrien Quatennens, vous l'avez dit. Il est aussi chef des armées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abîmer l'image du président de la République dans ce contexte international qu'on connaît ? Disons qu'il y a a incontestablement une précaution, c'est que évidemment dans ce contexte où y compris la France est engagée dans des discussions diplomatiques, il faut essayer d'être, disons, sobre dans ses interventions. Mais par contre, ça ne doit pas nous exonérer de dire ce que l'on ferait et d'analyser les erreurs des 10 dernières années passées qui nous ont conduit à la situation que nous avons sous les yeux. On va en parler. Mais par exemple, le fait que la France soit toujours dans cette alliance de l'OTAN, ce qui fait que quand M. Poutine reçoit M. Macron, il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne tient pas les clés entre les mains. Il sait qu'il n'a pas quelqu'un qui est en capacité de débloquer la situation. Quand nous appelons à une France non alignée, indépendante, au seul service de la paix, c'est pour faire en sorte que, quels que soient nos interlocuteurs, ils nous considèrent comme fiables. Voilà, donc ces questions-là, elles sont aussi importantes dans l'élection présidentielle. Et de ce point de vue, l'élection arrive à point nommé. Donc il faut qu'on puisse débattre de cela, mais aussi de tout le reste. Parce qu'il ne faudrait pas que, derrière le statut de chef de guerre, M. Macron soit exonéré d'assumer son bilan sur la pauvreté qui a monté dans ce pays. C'est 400 000 personnes sous le seuil de pauvreté en plus en un quinquennat, 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire en France. On a l'impression, quand on lit ce courrier, que depuis sa tour de verre, Emmanuel Macron nie complètement la souffrance profonde qu'il y a dans ce pays. Les gens souffrent. Mais il a aussi, Emmanuel Macron, un bilan diplomatique et en matière internationale. Comment est-ce que vous jugez son action en ce moment au sujet de la guerre en Ukraine ? Écoutez, on peut dire qu'il a eu des mots tout à fait raisonnés quand il est intervenu l'autre soir à la télévision. Par exemple, en rappelant que nous ne faisons pas la guerre à la Russie, en saluant le peuple russe, y compris qui manifeste contre les choix détestables de Vladimir Poutine. Pour le reste, nous le disons, tant que la France restera arrimée à cette alliance qui est l'OTAN, qui est l'alliance qui dépense 1031 milliards d'euros de dépenses militaires, dont 700 sont le fait des seuls Américains, eh bien, nous ne serons pas vécus sur la scène internationale comme ce que la France devrait être, c'est-à-dire une puissance médiatrice au service de la paix. Voilà. La France assurera seule sa sécurité si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République ? En tout cas, elle retrouvera une indépendance pleine et entière pour pouvoir ne dépendre en effet de personne, être non alignée. Mais elle sera seule pour assurer sa sécurité en tout la scène cas, internationale, face aux menaces. Elle créera les conditions de pouvoir être indépendante, en effet. C'est une nécessité. Vous savez, aujourd'hui, par exemple... Indépendante, mais seule. L'appartenance à l'Alliance, aujourd'hui, et c'est pas seulement Jean-Luc Mélenchon qui le dit, écoutez par exemple ce qu'a pu dire le général Desportes, l'appartenance à l'Alliance de l'OTAN, aujourd'hui, explique par exemple que les budgets de défense nationaux fondent comme neige au soleil. C'est un problème. Et en plus, avec des alliés dont on voit bien qu'ils ne sont pas aussi fiables qu'ils n'y paraissaient. Le général Desportes disait lui-même, dans les colonnes d'un journal, que l'existence de l'OTAN est finalement une organisation qui maintient, voire développe les tensions en Europe. C'est un avis, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, disait il y a quelques jours, sortir de l'OTAN, c'est insensé, débile, cela tombe au pire moment, fin de citation. Ça veut dire plus de solidarité aussi avec les pays de l'Est de l'Europe ? Mais écoutez, bien sûr que si, une solidarité, mais pas arrimée dans cette alliance qui a quand même des objectifs particuliers. Si vous voulez, l'état du monde que nous avons aujourd'hui, c'est d'un côté des États-Unis, une puissance économiquement déclinante, qui tient sur la scène internationale avec le fait, 1, que le dollar reste à cette heure la principale monnaie de réserve et d'échange, 2, par cette expansion militaire tous azimuts qui fait que les États-Unis ont des dépenses militaires considérables et embarquent le monde entier, en tout cas leurs alliés. Tous azimuts, c'est-à-dire ? Écoutez, vous voyez bien que l'avancée de l'OTAN toujours plus avant à l'Est a participé du conflit que nous avons sous les yeux. Ne pas le dire, c'est ne pas voir la réalité. Ce n'est pas le seul sujet, mais il y a au moins 2 enjeux sur place. La question de l'extension de l'OTAN et ensuite la question des frontières, dont Jean-Luc Mélenchon dit depuis 10 ans, quoi que vous en pensiez, il y a une dizaine d'endroits sur le vieux continent où régulièrement la question des frontières revient et fait naître des tensions. Soit vous en parlez de manière diplomatique dans le cadre, par exemple, d'une conférence internationale des frontières comme nous l'avions proposé, soit vous prenez le risque de voir s'envenimer des tensions. Le peuple ukrainien n'a pas le droit de défendre ses frontières, mais évidemment que si. D'ailleurs, attendez, ça c'est une évidence absolue et c'est tout le problème. Il faudrait sur un coin de table rogner un peu de l'Ukraine. Surtout pas. Si c'est ce que vous comprenez de mon développement, il faut que je m'y reprenne. Le caractère intangible des frontières
est non négociable. Dès l'instant où Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, passe les frontières, il viole le droit international, il choisit en plus un mode de règlement des conflits qu'on n'avait pas vu en Europe depuis des décennies, la guerre, alors que pour nous, la seule boussole doit être la paix et tout doit aller à la diplomatie. Il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. L'issue doit être diplomatique, sinon on met le doigt dans le risque d'une guerre nucléaire totale dont personne ne peut raisonnablement vouloir. Vous savez, les effets de manche sur les plateaux de télévision et les guerriers de plateaux télé, ça va très bien. Mais attention à l'escalade. Il faut être extrêmement vigilant. Notre boussole doit être la paix et on doit tout faire pour y concourir. Il n'y a pas que ça, Adrien Quatennens. Quand on entend les témoignages d'Ukrainiens, ils appellent à l'aide. Ils appellent à l'aide pour qu'il n'y ait plus de bombardements dans leur ciel et sur leur tête. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez raison. Alors, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on prend des initiatives qui peuvent augmenter la pression sur Vladimir Poutine et la petite clique d'oligarques qui l'entourent, parce que ce n'est pas au peuple de payer pour quelques dirigeants qui prennent ces décisions. Et donc, on doit accroître la pression sur les oligarques. Par exemple, saisir, réquisitionner les biens et les avoirs, y compris en France. Un yacht a été saisi à la Ciotat hier. Ce qu'on a commencé à faire. Mais il ne faut pas être dupe. C'est même parfois, si c'est frustrant, et que quand on voit la souffrance du peuple ukrainien qu'il faut saluer, et la résistance du peuple ukrainien, on aurait envie, en effet, de les aider plus avant. Mais il faut être extrêmement vigilant dans tout ce qu'on fait, parce que notre seule boussole doit être de concourir à la désescalade et d'éviter l'embrasement général. Donc, en l'espèce, il nous faut, oui, exiger un cessez-le-feu, le retrait des troupes russes de l'Ukraine où elles n'ont absolument rien à faire. Et nous appelons, Jean-Luc Mélenchon appelle la France, Emmanuel Macron, à prendre une initiative diplomatique radicale, par exemple en convoquant une session extraordinaire de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe pour revenir à la table des négociations. Vous avez entendu Vladimir Poutine hier. Il a parlé de nazis à 10 reprises. Il estime que l'Ukraine est une anti-Russie créée par l'Occident. Il ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une réunion de l'OSCE. Mais alors, parce qu'on a un peu élargi les sanctions. Jérôme Cadet, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en l'espèce, la seule solution que nous ayons, c'est d'accroître la pression sur lui et sur les dirigeants qui l'entourent d'un point de vue économique, et je vois d'ailleurs que ça produit ses premiers effets, mais nous devons être extrêmement vigilants pour ne pas nous-mêmes mettre le doigt dans un embrasement général qui pourrait nous mener à la guerre nucléaire. Vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit ? Des bombardements à proximité d'une centrale nucléaire. Je rappelle que sur le territoire ukrainien, c'est 15 réacteurs nucléaires. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et la France a une parole singulière à tenir sur la scène internationale. Et nous avons, avec Jean-Luc Mélenchon, cette intention de bâtir, de construire la paix. Vous devez entendre que la paix, ça n'est pas un état de fait, une constatation. La paix, c'est une construction politique et tout doit aller à la diplomatie. Cette guerre, Adrien Quatennens, elle a des conséquences économiques concrètes pour les Français, notamment sur les prix de l'énergie qui s'envolent dans plusieurs stations-service du pays. Ce matin, le litre de sans-plomb dépasse les 2 €. Alors, ça n'est rien du tout par rapport aux souffrances endurées par les Ukrainiens, évidemment, mais c'est le quotidien des Français. Jean-Luc Mélenchon, élu dans 5 semaines, que ferez-vous ? Écoutez, il faut bien avoir en tête que les sanctions économiques, si elles sont nécessaires, et si nous souhaitons en particulier les appuyer sur les oligarques, elles vont avoir des conséquences également pour nous. Je rappelle que les Russes se sont beaucoup préparés depuis 2014 à amortir ces sanctions économiques, et que quand on parle par exemple de couper la Russie du système international SWIFT, eh bien, on doit avoir en tête que les Russes et les Chinois ont mis en place un système alternatif. Avons-nous intérêt à la constitution d'un bloc chino-russe qui, en quelque sorte, viendrait derrière contrevenir à nos propres intérêts? La question mérite d'être posée. Je rappelle que la dernière fois, les sanctions économiques, ça a coûté au total 8 milliards à nos propres agriculteurs. Qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat des Français ? Il va falloir amortir le choc, et pour ça, Jean-Luc Mélenchon propose, déjà dans un contexte d'inflation, avant même le conflit qui va sans doute l'aggraver, la question du blocage des prix. Vous savez, jusqu'au milieu des années 80, les prix étaient régulés en France. Et à l'heure où on se parle, dans les Outre-mer, il y a aussi cette régulation des prix. On doit pouvoir faire la même chose ici en France hexagonale, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir bloquer les prix des biens de première nécessité. Je pense par exemple au prix de l'énergie. On a proposé aussi le prix de 5 fruits et légumes, parce que chaque jour, les Français ont des injonctions à prendre soin d'eux en mangeant, mais personne ne se pose la question de savoir s'ils ont les moyens de se les payer. Donc oui, réguler, bloquer les prix, c'est pas nécessairement une mesure pérenne. En tout cas, c'est une mesure qui permet de répondre à l'urgence. Qui paye la différence, vous voulez dire, regardez, dans le cas de l'énergie, c'est simple. Plutôt que de verser des chèques de 100 € et de mener des politiques à coups de petits chèques qui sont financés par le contribuable, en quelque sorte, et les impôts, enfin, regardez, Total qui vient d'annoncer un résultat net de 15 milliards, qui est également un record. Ne peut-on pas les mettre à contribution? Si, nous le pouvons. Il est temps de dire que
le capital s'est beaucoup servi. Maintenant, c'est l'heure du travail et nous allons rééquilibrer tout cela. Et la priorité, c'est de soulager les gens. Et par exemple, le fait de dire on va augmenter les salaires, augmenter le SMIC à 1 400 € net, faire en sorte que dans une même entreprise, l'écart ne soit pas supérieur à 1 à 20, ou créer cette garantie dignité qui fait que plus personne ne devrait vivre en France sous le seuil de pauvreté. Nous avons l'intention, voyez-vous, de porter les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 063 €. Et ça se finance assez simplement, par exemple avec le fait qu'on instaure l'impôt universel pour aller récupérer l'argent de celles et ceux qui se sont évadés fiscalement. Parce que vous entendez les patrons de petites et moyennes entreprises notamment qui disent nous les négociations salariales, là dans le contexte avec le renchérissement des coûts de l'énergie, ça ne sera pas possible, on ne pourra pas les mener à terme. Les petites et moyennes entreprises doivent être évidemment accompagnées, et y compris il y a des questions de solidarité entre grandes entreprises et petites qui doivent être pensées, parce que tout de même vous avez vu qu'en pleine pandémie, on a versé des dividendes de manière record. 70 milliards de dividendes versés l'année 2021. Et là, vous repartez sur les grands groupes. Oui, mais tout ça est lié parce que vous savez que les PME, les TPE, elles sont extrêmement dépendantes de l'écosystème qui est mené par les grands groupes. Donc, nous avons besoin, en effet, de réguler tout cela, et y compris d'en appeler à une taxe sur les profiteurs de crise. Celles et ceux qui se sont beaucoup enrichis pendant cette période de pandémie. Sur la fiscalité, vous savez, à chaque élection présidentielle, c'est la même rengaine. On a le grand patronat de ce pays qui vient avec sa sébile nous dire « s'il vous plaît, baissez nos impôts de production, etc. etc. » Ils oublient aussi de rappeler que la France est un des pays qui dépense le plus d'argent public pour accompagner ces entreprises. Juste 2 chiffres éclairants. Et après, nous accueillons les auditeurs. C'est 240 milliards d'accroissement du patrimoine des milliardaires pendant la crise, d'accord ? 240 milliards. Il se trouve que peu ou prou, c'est le même montant qui a été dépensé par l'État en aide Covid. On a 140 milliards de déficit dans ce pays, déficit public. 140 milliards, c'est à peu près le montant des aides publiques sans contrepartie qui ont été versées aux entreprises. Le CICE, le crédit d'impôt recherche. Bon, nous, on a besoin de faire autre chose que cette politique de l'offre, de gouverner par les besoins. De quoi le pays a besoin ? Comment on crée les conditions d'y répondre, et notamment ce grand défi devant nous qui est la question climatique, dont le rapport du GIEC nous rappelle combien nous ferions bien de nous en mêler. Nous accueillons Gilles au standard de France Inter qui nous appelle de Nice. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Sur le plan national, j'ai beaucoup plus de convergence que de divergence avec les insoumis. Néanmoins, de la même façon qu'on ne peut pas échapper au climat, on ne peut pas échapper à la géopolitique internationale. Et effectivement, le président français a les pleins pouvoirs, en quelque sorte, sur l'international. Or, je suis très dubitatif sur la position de M. Mélenchon, président, dans ces conditions. On l'a vu il n'y a pas longtemps dire que le gros responsable, c'était pas Poutine, mais qu'il avait raison d'essayer de défendre ses limites. Il y a 10 ans, dans la bas si j'y suis, une dizaine d'années à peu près, M. Mélenchon défendait avec une grande sinophilie les attitudes des Chinois, de la Chine, pardon, pas des Chinois, de la Chine, du pays de la Chine, vis-à-vis du Tibet. Aujourd'hui, comment convaincre des gens comme moi que dans un éventuel second tour, si c'était lui le candidat de gauche qui était là, comment faire abstraction de l'importance de la géopolitique? Moi, j'aurais des gros doutes quant à ma capacité à franchir ce pas. Merci Gilles. Réponse d'Adrien Quatennens. Bonjour Gilles. Bon, d'abord, je tente de vous convaincre. Je vous redis qu'en toutes circonstances, toujours, la boussole de Jean-Luc Mélenchon a été comment concourir, comment construire politiquement la paix. Et ça passe y compris par le fait d'assumer la discussion avec des régimes avec lesquels nous n'avons rien à voir et avec lesquels nous ne pouvons pas être confondus. Quand j'entends par exemple Madame Hidalgo reprendre quasiment la terminologie de l'extrême droite contre Jean-Luc Mélenchon en parlant d'agents pro-russes. Elle devrait se rappeler que Jean Jaurès, quand il voulait éviter la guerre face à l'Allemagne, il était traité d'agent allemand. Nous n'avons jamais été, par exemple, pro-Poutine pour la raison que ça n'est pas dans nos moyens. Jean-Luc Mélenchon, il est écologiste, anticapitaliste. Il ne peut d'aucune manière être confondu avec le régime russe, qui est un régime d'autocrate. D'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon va à Moscou, il rencontre des dirigeants de l'opposition qui ont fait de la prison sous Vladimir Poutine. Voilà. En revanche, ce que nous disons, c'est que... Il y a des phrases qui restent dans l'oreille, Adrien Quatennens. Lesquelles, par exemple, mars 2012... Je considère que ce sont les États-Unis qui sont dans la position agressive et non pas la Russie. Jérôme Cadet, il y a encore très peu de temps, François Hollande disait la Russie n'est pas une menace. Il y a encore quelques jours avant l'invasion, le président Zelensky lui-même, dont il faut saluer le courage dans ce qui est en train de se passer, disait qu'il n'y avait pas d'invasion imminente. Monsieur Macron lui-même... C'est pas la même chose. On a vu... Non mais, ce que je veux dire, c'est que
voyez, l'extrême droite française, la droite française a des accointances idéologiques de fond avec M. Poutine. Quand par exemple M. Zemmour dit il nous faut un Poutine français et en plus j'accueille pas les réfugiés, là on peut dire qu'ils sont dans le même panier. Madame Le Pen, qui l'a rencontré en d'autres circonstances, également. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, d'aucune manière ne peut être lié à ce régime. Nous n'avons strictement rien à voir avec eux. Par contre, dire que oui, l'avancée de l'OTAN toujours plus à l'Est, pose un problème et est vécu comme un problème de sécurité pour les Russes. Je veux dire, ne pas le dire, c'est simplement ne pas voir la réalité. Et si vous ne supportez pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui le dise, écoutez ce que raconte en effet un Dominique de Villepin, un Hubert Védrine. Est-ce que ça peut être un handicap électoral, Adrien Quatennens ? Gilles nous dit, moi j'ai des accords avec vous sur beaucoup de sujets. Bien sûr. Mais sur ce sujet-là, eh bien c'est un blocage. Mais écoutez, je crois que si c'est un blocage, c'est que les choses sont mal entendues, mal comprises. Et je vous demande, dans tous les cas, à celles et ceux qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon, je le dis haut et fort à ce micro ce matin, vous n'avez aucune raison, d'aucune manière, de douter des positions qui ont été les nôtres. Nous voulons construire le camp de la paix et nous savons par quoi cela passe. Ça passe d'abord, en effet, par une analyse claire de la situation qui consiste à dire que ce qui nous a mené au désastre que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire le retour de la guerre en Europe, outre la folie de Vladimir Poutine qui a fait ce choix de la guerre pour régler les conflits, alors que nous en appelons à des règlements des conflits par la diplomatie, il y a la question des frontières, des accords de Minsk qui n'ont pas été respectés d'une part, et évidemment, oui, la question de l'extension de l'OTAN dans cette alliance dans laquelle la France n'a normalement plus rien à faire pour pouvoir jouer son rôle à l'international. J'en profite pour vous appeler ce dimanche 6 mars à Lyon, à 15h, sur l'esplanade du Gros Caillou, à un grand meeting que nous allons faire avec Jean-Luc Mélenchon pour la paix. Le rendez-vous est pris et noté, Adrien Quatennens. Dernière question de beaucoup d'auditeurs d'Inter ce matin, notamment Charlie à l'instant. Allez-vous contacter Sandrine Rousseau afin de la rapprocher de votre parti, la France Insoumise ? Sandrine Rousseau qui a été exclue de la campagne de Yannick Jadot, elle qui était la finaliste malheureuse à la primaire des Verts. Vous savez, Sandrine Rousseau, pour ce que l'on connaît d'elle, est un personnage qui sait précisément ce qu'elle a à faire et qui n'a, je crois, pas besoin qu'on lui donne quelques conseils. Elle sait ce qu'elle a à faire et en toute hypothèse, elle le fera. Mais, rien de particulier. Je pense que certaines de ses convergences avec Jean-Luc Mélenchon sont nettes et qu'elle le dit depuis un certain temps. Je la laisse faire ses choix librement parce que je crois que Sandrine Rousseau, de toute façon, nécessairement fait cela et rien d'autre que cela. Mais j'attire votre attention juste d'un dernier mot sur le fait que dès lors que Jean-Luc Mélenchon est devant Valérie Pécresse dans de nombreux sondages, la question qui est aujourd'hui posée à moins de 40 jours du premier tour de l'élection, c'est face à M. Macron, que voulez-vous ? Est-ce qu'on rejoue 2017 avec l'extrême droite face à lui ou est-ce qu'on y envoie le camp de la rupture démocratique, sociale, écologique que nous incarnons ? Voilà, le second tour est possible. Merci Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité. Député de la France Insoumise, député du Nord, invité de France Inter ce matin.